Nous poursuivons donc maintenant notre cycle d'auditions dédié à l'économie de guerre en accueillant pour la première fois depuis cette nouvelle législature le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, M. Stéphane Bouillon. Pour nos nouveaux collègues qui ne connaissent pas encore M. Bouillon, le secrétaire général, je vous rappelle qu'avant d'exercer vos fonctions actuelles, vous avez été toute votre carrière pratiquement au ministère de l'Intérieur, comme préfet, mais aussi comme directeur de cabinet du ministre à 2 reprises, de 2011 à 2012 et 2018 à 2020. Le SGDSN est notamment en charge de la préparation des plans gouvernementaux et de l'organisation de l'État en temps de crise, ce qui en fait un acteur central dans notre préparation à l'économie de guerre. La dimension interministérielle du SGDSN est particulièrement adaptée à l'économie de guerre. Celle-ci doit en effet mobiliser l'ensemble des ministères et pas seulement le ministère des Armées. Je pense par exemple au financement de la BITD ou à la question des stocks stratégiques, qui sont des sujets sur lesquels le SGDSN est fortement mobilisé, et vous y reviendrez certainement, Monsieur le secrétaire général. Enfin, il sera également intéressant de vous entendre, Monsieur le secrétaire général, sur l'action menée en matière de sécurisation des sites industriels de notre BITD, chose que nous autres députés, nous connaissons bien lors de nos déplacements dans les différentes entreprises qui sont sur nos circonscriptions. Ces dernières constituent en effet une véritable cible potentielle pour nos compétiteurs stratégiques dans le contexte actuel, comme l'ont rappelé de récents incidents en Allemagne. Donc, Monsieur le secrétaire général, sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Et effectivement, je suis très heureux de vous retrouver pour ceux que je connaissais auparavant et je salue avec respect ceux qui arrivent ici pour venir vous rendre compte des missions que je mène à la tête du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, et je parle ainsi au nom des quelques 1600 agents qui, dans toutes les missions du SGDSN, sont au service de la Nation. Monsieur le Président, vous avez souhaité que j'apporte notre contribution au travail de revue de l'économie de guerre qui avait été entamé par Thomas Gassiou, votre prédécesseur. Je vais aborder le sujet un peu différemment, évidemment, du ministre de la Défense ou des industriels de la BITD ou du directeur général, du délégué général de l'armement, puisque mon action s'inscrit à la fois dans le champ de l'action interministérielle et dans celui de la défense civile aux côtés de la défense militaire. La première fois que l'expression économie de guerre a surgi dans le débat public, c'était lors du discours du président de la République à Eurosatory en 2022. Il avait, compte tenu de la guerre en Ukraine, souligné la nécessité pour notre base industrielle de défense de changer de paradigme économique pour pouvoir faire face aux besoins et à nos engagements, mais également renforcer et revoir notre sécurité, dans la mesure où nous avions une armée qui était, il y a eu beaucoup de termes, enfin en tout cas plus une armée de vitrine qu'une armée capable de produire sur la quantité l'ensemble des moyens qui étaient nécessaires. Et donc nous avons repris cette ambition au travers de l'un des 10 objectifs stratégiques qui était retenu dans la revue nationale stratégique, laquelle a permis de préparer la loi de programmation militaire 2024-2030 qui a été votée en 2023. La LPM a d'ores et déjà permis de moderniser et d'adapter le régime des réquisitions en temps de paix et en temps de guerre. Le texte organise d'ailleurs par ailleurs la possibilité de constituer des stocks stratégiques de matières ou composants d'intérêt stratégique au profit des armées. Elle établit aussi la possibilité de procéder à une priorisation de la livraison de biens et services au bénéfice des armées. Donc vous voyez, il y a toute une série d'outils juridiques qui ont été mis en place et qui visent à contribuer au développement de cet effet de guerre et d'économie de guerre. Et de fait, plusieurs entreprises ont ainsi réussi à accélérer significativement leur cadence de production et de démontrer les premiers effets de ces mesures. C'est notamment le cas de Nexter, qui a réduit de moitié les délais de production des canons César, ou de Dassault, qui a triplé sa capacité de production mensuelle de Rafale.
Mais je ne vous parlerai pas des cadences industrielles ou de goulets d'étranglement, ni de simplification des normes de production. Ce n'est pas ma partie. Ma plus-value, ce serait plutôt de vous parler de l'économie civile face à la guerre économique, et donc, d'une certaine manière, l'économie en guerre. Et dans cette perspective de l'économie en guerre, le SGDSN travaille bien sûr en étroite coopération avec le ministère des Armées, la Direction générale de l'armement, avec le ministère de l'économie, la Direction générale de l'entreprise. Et nous avons contribué à suivre, et nous suivons la programmation militaire, évidemment, comme l'ensemble des dispositifs qui visent à accélérer et à améliorer la préparation de la nation à faire face à un engagement majeur. Et à ce titre, donc, nous avons évidemment participé de près à la préparation de la dernière LPM. Nous avons rédigé la revue stratégique et nous avons co-organisé la phase 3 de l'exercice Orion 23, qui a justement traité de la capacité de l'économie à venir en soutien à nos forces armées dans le cadre d'une opération. Et ce travail-là, sur lequel je vais revenir, sera répété pour l'exercice 2026. Et donc, ce que je voudrais d'abord peut-être commencer, c'est par vous rappeler les missions du SGDSN et la manière dont le SGDSN peut concourir à cette activité de sécurisation de notre économie ou de préparation de notre économie à un état conflictuel. Je le rappelle, le SGDSN est un service du Premier ministre. C'est aux côtés de son cabinet militaire et civil le service qui est chargé de lui permettre d'assurer les responsabilités que la Constitution, dans son article 21, lui confie. Spécificité, le SGDSN travaille aussi pour le compte du président de la République, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, ça c'est l'article 5, et puis président du Conseil de défense et de sécurité nationale, article 15, et là c'est nous qui sommes en charge de la préparation de ces conseils et de leur secrétariat, et ensuite du suivi des décisions qui ont pu être prises. En 2010, ce qui était auparavant le SGDN est devenu SGDSN, c'est-à-dire qu'il a reçu dans ses missions le suivi de la sécurité nationale, et c'était bien l'objet d'intégrer la nécessaire complémentarité entre défense à l'extérieur et sécurité à l'intérieur, ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Et dans ce domaine-là, tout le dispositif justement de préparation de notre économie à une situation conflictuelle rentre en ligne de compte, y compris la préparation ou la protection de notre économie face à une situation qui est de plus en plus conflictuelle, à la fois au niveau visible, mais aussi au niveau invisible, à travers les menaces hybrides, à travers les tentatives de prédation qui peuvent exister sur nos entreprises, ou de sabotage, et je pense évidemment aux attaques en cyber. Et de ce point de vue-là, l'organisation du SGDSN a pour objectif de répondre un peu à ces éléments-là. La direction de la protection et du secret de l'État planifie, forme et entraîne les acteurs de la gestion de crise, ce qui couvre non seulement les administrations de l'État, mais aussi les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les entreprises qui sont essentielles au bon fonctionnement de nos services publics et qui donc doivent pouvoir être en tout temps et en toutes circonstances capables de réagir, même s'il y a une attaque. Cette direction rédige et met à jour les plans antiterroristes de la famille Vigipirate, les plans sanitaires, les plans de réaction aux accidents quels qu'ils soient. Et c'est à ce titre qu'elle pilote depuis 2021 une stratégie nationale de résilience qui a été approuvée par le Premier ministre et qui vise à mobiliser toute la nation pour faire face aux crises. Cela touche aussi à l'économie de guerre et votre commission a longuement travaillé sur ces sujets ces dernières années et nous sommes donc régulièrement amenés à venir plancher devant vous pour vous expliquer où nous en sommes et comment tout ceci fonctionne. L'autre direction qui est importante en matière de sécurité économique, c'est évidemment la direction des affaires internationales, stratégiques et technologiques. Elle suit les crises internationales, elle mène des travaux interministériels d'anticipation et elle anime la lutte contre la prolifération. Dans tous ces domaines, nous sommes donc amenés à réfléchir en matière d'anticipation sur l'impact que pourrait avoir une extinction des satellites, un blackout électrique ou un blackout d'Internet sur la situation de notre pays et donc sur le fonctionnement des entreprises. Avec la Direction générale des entreprises du ministère de l'Économie, elle protège le patrimoine scientifique et technique de nos entreprises et de nos laboratoires de recherche. C'est-à-dire que nous veillons à ce que nos laboratoires de recherche soient mieux protégés. Nous veillons également à ce que nos principales entreprises assurent un minimum de règles de sécurité
pour éviter qu'il puisse y avoir soit de l'espionnage, soit du sabotage, soit tout simplement le pompage, si je puis dire, de la matière grise à l'intérieur de l'entreprise. Et cet après-midi encore, nous aurons une réunion avec la DGE pour regarder la situation dans un certain nombre d'entreprises qui sont convoitées par l'étranger, qui pourraient être rachetées et sur lesquelles donc, nous sommes amenés à mettre en place tout un système avec BPI-France, avec également un certain nombre de moyens de sécurité pour arriver à protéger ces entreprises, mais j'y reviendrai. Nous assurons également le secrétariat de la Commission interministérielle pour l'exportation d'armes de guerre, le secrétariat de la Commission pour l'exportation de biens à double usage. C'est 4 000 à 5 000 nouvelles demandes de licence et environ 2 500 demandes de modification de licence qui sont émises chaque année par les sociétés exportatrices d'armement. Et j'insiste sur cet aspect-là parce que permettre à nos entreprises d'exporter des armements, c'est leur permettre d'avoir la capacité économique de produire et y compris de pouvoir garantir notre propre indépendance en matière d'armement. Donc il est absolument indispensable que sur ces deux volets, que ce soit les biens à double usage ou que ce soit l'exportation de matériel de guerre, nous puissions veiller à ce qu'il y ait un niveau d'exportation suffisant pour garantir la viabilité de nos entreprises. Évidemment, nous veillons à ce que ces exportations soient faites dans le respect des traités, des règles françaises, et nous veillons également à ce que cela puisse prendre en compte le bon fonctionnement des entreprises. C'est donc tout un travail d'arbitrage qui ensuite m'amène, pour le compte du Premier ministre, à décider d'autoriser ou d'interdire une exportation. Et normalement, nous devrions nous retrouver la semaine prochaine pour que les deux ministres concernés puissent vous rendre compte, comme chaque année, de nos travaux. Le travail de ces coordinations se fait, le travail de ces directions se fait en commun avec les ministères. Le SGDSN coordonne, synthétise, propose des points de sortie et d'arbitrage au Premier ministre ou à son cabinet, avec pour objectif de protéger les intérêts fondamentaux de la nation, donc son économie. À côté de ces directions d'administration centrale, pour faire face donc à l'économie de guerre, nous avons plusieurs services à compétence nationale qui sont opérationnels et qui, eux, s'occupent, si je puis dire, des menaces hybrides. Nous sommes chefs de file en matière de lutte contre les menaces hybrides. Les menaces hybrides, ce sont des attaques qui sont menées en dessous du seuil de conflictualité, en dessous du seuil d'attribution, et qui visent à désorganiser un pays, que ce soit dans son économie, que ce soit dans ses forces stratégiques, que ce soit dans des institutions, que ce soit lors des élections, de façon à pouvoir gagner sans avoir eu à combattre, comme disait Sun Tzu, et donc pas seulement le général Gerasimov quelques siècles après, mais donc à arriver à amoindrir l'esprit de défense de la nation et sa résistance pour faire en sorte que finalement elle soit soumise à l'agresseur avant même qu'il ait eu besoin de tirer un coup de fusil. Premier exemple de ces menaces hybrides, ce sont bien sûr les attaques cyber. C'est pourquoi il a été créé en 2009 une agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui est l'autorité nationale de cybersécurité, et qui est de fait le bouclier cybersécuritaire du pays. Et donc non seulement son bouclier, mais aussi son pompier. Et dans ce but, donc, le régulateur national, l'autorité de police administrative du cyberespace. Ça vaut non seulement pour nos administrations qui sont régulièrement attaquées par des entités étrangères et qui visent donc soit à pomper, soit à mettre en place des chevaux de Troie pour arrêter nos services publics, soit qui visent tout simplement à obtenir des rançongiciels. Mais les rançongiciels, à vrai dire, rapportent beaucoup moins que la vente des données sur le dark web qui ont pu être pompées. De ce point de vue-là, tous les jours, nous avons des exemples sur des administrations, sur des services publics, sur des entreprises privées, ce matin encore Nord-Auto. Mais on peut en trouver bien d'autres et qui parfois sont plus sensibles et plus stratégiques pour notre intérêt national dans ce domaine. Et c'est à ce titre que la directive européenne Nice 2, dont la transposition en droit français vous sera soumise en 2025, accroît la responsabilité de l'ANSSI en lui donnant à suivre la cybersécurité maintenant d'environ 15 000 opérateurs utiles à la cyber-résilience du pays, c'est-à-dire non seulement des entreprises, non seulement des administrations, mais aussi des collectivités locales, parce que vous le savez bien, si le service informatique d'une commune ou du conseil départemental est bloqué, tout s'arrête.
Or, dans ce domaine, je rappelle toujours le chiffre, l'investissement en sécurité, cybersécurité, c'est 10% du montant de l'investissement en informatique total. 10%. En revanche, s'il y a une coupure, donc ça fait à peu près 200 000 euros, 200 à 300 000 euros. S'il y a une coupure Internet, les investissements à remettre en œuvre, c'est entre 5 et 10 millions d'euros pour une collectivité locale moyenne. Pour une entreprise, un investissement informatique pour rattraper l'extinction, c'est la perte de 10% du chiffre d'affaires. Donc vous le voyez, il y a un rapport, si je puis dire, dans ce domaine du faible au fort, en tout cas un impact qui est extrêmement important. Deuxième service, c'est l'opérateur des systèmes d'information interministériels classifiés, mais j'en parle pour mémoire. Le troisième, c'est Viginum, le dernier né des services rattachés au SGDSN, et qui est chargé de la détection et de la caractérisation des ingérences numériques étrangères, c'est-à-dire en clair la manipulation de l'information menée par des entités ou des États étrangers contre nos institutions, notre démocratie, notre équilibre sociétal. Nous ne nous occupons que, évidemment, des ingérences numériques étrangères, d'origine étrangère, et cela suffit, si je puis dire, largement à occuper Viginum, puisque entre les Jeux Olympiques, le rapport sur l'Azerbaïdjan qui est sorti lundi, les difficultés que nous avons pu avoir aussi avec le projet LACTA au Sahel, l'ensemble des attaques qui peuvent être menées aussi contre des entreprises, le Viginum a énormément de travail là-dessus et je pourrais y revenir. Si je puis insister sur le sujet encore des menaces hybrides, je voudrais rappeler qu'il y a aussi le système du lawfare qui entre en ligne de compte. Le lawfare, c'est la capacité pour un État étranger à imposer l'extraterritorialité de ses lois et donc à imposer que celles-ci s'appliquent en France. La réglementation ITAR-EAR des États-Unis est connue dans ce domaine. Si vous avez un morceau d'équipement qui entre en ligne de compte, eh bien, vous devez demander l'autorisation des Américains pour pouvoir l'utiliser. Les Chinois recopient, j'allais presque dire mot à mot, l'ensemble de cette réglementation. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de contrôleurs chinois qui veulent venir visiter nos entreprises et qu'elles soient stratégiques ou qu'elles soient tout simplement essentielles à notre puissance économique, pour venir contrôler que tout ceci correspond aux lois chinoises et évidemment avoir accès à tous les secrets de nos entreprises dans ce domaine. Donc nous nous efforçons de bloquer cela. La loi de blocage de 1968 qui a été revue et améliorée permet d'entraver ce type d'action. Mais là encore, en matière d'économie de guerre, si je puis dire, ou d'économie en guerre, ces capacités qu'ont des États étrangers à venir vérifier dans nos entreprises la conformité des processus de production à leurs propres règles pose évidemment un problème de souveraineté et un problème d'équilibre. Et donc, il faudra que nous puissions avancer et continuer à protéger au niveau français, mais aussi au niveau européen, avec les directives qui sont en cours, la capacité de nos entreprises à résister face à cela. Et je pense que l'arrivée de la prochaine administration Trump devrait encore renforcer la nécessité de pouvoir se conforter et se protéger ensemble face à ce sujet. Autre point que je voulais aussi évoquer, c'est le dispositif de sécurité des activités d'importance vitale. Pour éviter de renseigner aux adversaires, ce dispositif est classifié. Il regroupe plusieurs centaines d'opérateurs d'importance vitale qui sont répartis en 12 secteurs d'activité et près de 1500 points d'importance vitale. Ils sont soumis à des obligations spécifiques de sécurité, physique, périmétrique, de cybersécurité. Ça veut dire que non seulement ils doivent être en état de résister à des attaques, des sabotages, des tentatives d'espionnage, mais aussi d'éviter de se retrouver confrontés à des crises environnementales, à des inondations, à des feux de forêt, parce que donc ils doivent se protéger sur ce genre de sujet. Et la directive européenne REC, résilience des entités critiques, qui va bientôt arriver sur la table, sur votre table, permettra là aussi de renforcer, sur la base de nos préconisations, la sécurité de nos entreprises dans ce domaine. Avec cette directive, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte et sur lesquels, d'ailleurs, je reviendrai à travers la notion de stratégie nationale de résilience. Demain, les opérateurs devront réaliser une cartographie de leur vulnérabilité d'approvisionnement.
Et la tâche essentielle dans une économie qui était auparavant de flux tendu, mais qui devient de plus en plus difficile à pouvoir fonctionner sur ce sujet, la mondialisation est morte, si je puis dire, avec la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine. Il faut donc que nos entreprises puissent arriver à se protéger et à organiser un système d'approvisionnement qui leur permette de ne plus dépendre d'un seul État, amis ou partenaires, parce que dans ce domaine-là, c'est pas toujours des amis, c'est pas toujours des partenaires, et donc que nous puissions avoir une diversification de notre production, également la mise en place de dispositifs de relocalisation de production à l'intérieur de notre pays, et également la capacité donc à pouvoir chercher partout non seulement l'énergie qui nous est nécessaire, mais également les matières premières ou les terres rares. Et donc, c'est à notre niveau, mais aussi au niveau européen, la disposition nécessaire pour pouvoir se mettre en guerre et tenir collectivement, solidairement dans la durée. Et c'est un peu ce qui apparaît à travers la stratégie nationale de résilience que je vous avais représentée à nouveau au mois de juin dernier. Forte de 73 actions, elle comprend aussi un volet économique pour nous redonner une épaisseur stratégique, donc pour pouvoir absorber le premier choc et réagir à la crise. Donc nous avons aussi dans ce cadre-là des plans de continuité d'activité pour lesquels le SGDSN a rédigé un guide ad hoc à disposition de tous les types d'entités, en plus de l'animation du dispositif du plan de suivi des plans de continuité du côté de l'État. Nous essayons aussi de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens soient participants à cette politique de résilience et qu'ils ne soient pas seulement consommateurs de sécurité, mais aussi acteurs de leur sécurité dans différents domaines. Ça veut dire qu'il faut aussi que nous puissions réfléchir à la mise en place non seulement donc des stocks stratégiques dont je viens de parler, mais également de réserves pour pouvoir faire en sorte que nos entreprises puissent fonctionner. Quand je regarde les opérateurs d'importance vitale, dans leur plan, il y a un plan de rappel de leurs ingénieurs, de leurs acteurs qui sont essentiels à la sécurité de l'entreprise. Ce sont souvent des volontaires et ce sont souvent des gens qui ont déjà eu une vie auparavant. Ils ont pu être militaires, ils ont pu être policiers, ils ont pu être gendarmes, ils ont pu être infirmiers, et ce sont toujours les mêmes. Or, si un jour on se retrouve confronté à une crise, on va demander à Madame ou Monsieur X de venir soit à l'hôpital parce qu'il est infirmier, soit de venir dans les armées parce qu'il a fait un service auprès de la gendarmerie et que ça lui a plu, soit son patron va lui dire mais non, j'ai besoin de toi parce qu'il faut que tu restes dans l'entreprise pour pouvoir assurer son bon fonctionnement et si tu n'y es pas, le service public s'arrête. Et donc ce que nous voudrions arriver à constituer, c'est, si je puis dire, une forme de recensement à partir de chaque département et avec la disposition, la possibilité ensuite de remonter au niveau national pour recenser les compétences, recenser les volontariats, puisque tout ceci ne peut fonctionner que sur le volontariat, et pouvoir ensuite organiser un dispositif qui nous permettra, en fonction de la nature de la crise, de son étendue, de sa systémicité, de voir avec l'ensemble des autorités ou des services qui auraient besoin de ces réservistes, la manière de pouvoir les affecter au bon endroit et au bon moment, encore une fois avec l'accord de l'intéressé. Ça, c'est un point qui, pour nous, est absolument majeur et sur lequel donc, nous souhaitons aussi travailler avec la garde nationale, bien sûr les armées. Et on a commencé à y réfléchir dans le cadre de l'exercice Orion 23, et donc nous allons continuer à y réfléchir pour préparer le prochain. Parce que c'est, en termes d'efficacité opérationnelle, quelque chose qui est absolument essentiel. Quand nos armées ont besoin de bouger vite d'un endroit à un autre, il y a certes les camions militaires ou les moyens de transport militaires, mais il y a aussi les logisticiens du secteur privé qui sont parfaitement capables de nous trouver les trains, les camions, le cas échéant les bateaux, pour pouvoir aller d'un point A à un point B vite et bien, et en ayant parfaitement réglé ce genre de sujet. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut que nous arrivions à pouvoir mettre en place pour essayer de renforcer notre capacité à faire face, si je puis dire, à une économie de guerre. Et donc, nous aurons beaucoup à faire sur ce sujet, même si nous avons déjà commencé à faire pas mal. Je vous parlais de l'exercice Orion 23, on a avancé sur ce sujet des réserves. Sur les sujets des stocks stratégiques, les opérateurs d'importance vitale commencent à s'y mettre et nous sommes attentifs sur ce sujet. Il reste que nous avons encore un certain nombre de vulnérabilités. Alors, dans le point positif, je rappelle Alcatel Submarine Network qui a été racheté par l'État
Et le HGDSN s'est beaucoup battu là-dessus parce que Alcatel Submarine Network, ce sont les bateaux câbliers qui posent et qui réparent les câbles. Il y a 3 entreprises sur la planète. Il y en a une chinoise, il y en a une américaine et maintenant il y a Alcatel Submarine Network qui appartenait auparavant à Nokia et que Nokia voulait vendre. C'est essentiel, évidemment, pour notre souveraineté et notre capacité à pouvoir faire travailler Orange avec nous sur ce sujet. Autre point, en revanche, sur lequel on n'est pas encore tout à fait au point, mais sur lequel nous travaillons, il y a dans l'Allier à Commentry une entreprise qui produit de la vitamine D et des acides aminés pour l'alimentation animale. C'est la dernière entreprise, c'est une PME, hein, il y a 80 personnes. Mais c'est la dernière entreprise qui produit des acides aminés et de la vitamine D pour l'alimentation du bétail en Europe et est en train d'être racheté par un Chinois. Donc évidemment, ça nous interpelle et donc ça nous amène à considérer qu'il faudrait trouver le moyen de pouvoir garder ce type d'entreprise de façon à ne pas se retrouver dépendant d'un État étranger qui, le jour venu, peut décider de fermer le robinet. Donc vous le voyez, on est vraiment engagé dans ce genre de choses pour pouvoir avancer et progresser sur le sujet. Mais pour qu'une économie de guerre puisse fonctionner, pour que nos armées puissent faire le travail, il faut aussi qu'il puisse y avoir du financement. Libérer le financement des contraintes réputationnelles, c'est aujourd'hui un des enjeux extrêmement importants auxquels il faut que nous puissions nous attacher. Parce que les industriels de la BITD, alors pas les très gros, mais les PME et les ETI font régulièrement état de difficultés de financement en raison non pas de réglementation internationale, puisque l'Union européenne a interrompu les projets de taxonomie sur le sujet, mais tout simplement d'une frilosité des banques qui, au titre de leur réputation, ne veulent pas se faire accuser d'avoir prêté de l'argent à une entreprise qui produit de l'armement. Et donc, on a des entreprises qui, même si elles ne travaillent que pour 5 à 10% pour la défense nationale, se retrouvent interdites de crédit par les banques pour de plus ou moins bonnes raisons, et donc se retrouvent dans le risque de couler. Alors, les groupements industriels dans les industries d'armement font en sorte de les soutenir, mais il y a clairement un problème qui est en train de se poser et qui est spécifique à la France, parce qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et même en Allemagne, la question ne se pose pas. Et je ne parle même pas de l'Italie. Donc nous avons un vrai sujet réputationnel sur le sujet qu'il faut pouvoir arriver à traiter et donc pouvoir créer un environnement qui permette l'investissement dans la BITD, tant au niveau national qu'encore une fois au niveau européen. Mais là, ce sont les sujets de taxonomie sur lesquels nous travaillons. Et donc, dans ce domaine, il y aura effectivement beaucoup à faire. Deuxième élément que je voulais indiquer, c'est que nous avons quand même, sur les aspects financement, un certain nombre de dispositifs nationaux et européens qui existent et qui sont en train de fonctionner. Il y a la procédure dite l'article 90, c'est un dispositif autofinancé qui prévoit d'apporter un soutien financier aux entreprises dans leurs travaux d'industrialisation de matériel de guerre et de prospection commerciale dans une perspective d'exportation. C'est pas très gros, c'est 63 millions d'euros. Le gouvernement peut ainsi accorder des avances remboursables au fur et à mesure des ventes, selon des critères évidemment cumulatifs. Les matériels produits exportés doivent être classés matériel de guerre, lorsque c'est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État, et évidemment avec des entreprises dont le siège social et les unités de production de matériel concernées sont en France. Et les contrats d'avance remboursables sont conclus entre les entreprises bénéficiaires et BPI France et peuvent s'élever jusqu'à 65% du montant des travaux d'industrialisation et de prospection éligibles. Évidemment, ça concerne les PME, les TPE et les ETI. Autre mécanisme, le fonds soutenant l'innovation par le ministère des Armées et finançant la recherche et le développement maintenant un savoir-faire. Le PLF 2024 prévoyait pour les études amont plus d'1 milliard à cette fin. Il y a aussi les dispositifs et les mécanismes européens. Je vous parlais d'une moindre frilosité au niveau européen, sauf peut-être à la BEI, la Banque européenne d'investissement, où nous poussons à l'élargissement du champ d'intervention de la banque au bénéfice des secteurs industriels de la défense, alors que celle-ci, jusqu'à présent, était réticente à élargir son activité au-delà des activités duales.
L'Union européenne s'est par ailleurs dotée d'un fonds européen de défense avec un budget de 8 milliards d'euros sur la période 2021-2027 pour favoriser la coopération entre entreprises et centres de recherche au niveau européen, pour renforcer la compétitivité, l'efficacité et la capacité d'innovation de notre base industrielle de défense européenne. Et puis, dans le cadre de la mise en place d'une stratégie industrielle européenne de défense, dite EDIS, un nouveau règlement baptisé European Defence Investment Programme est en cours d'élaboration pour, là aussi, renforcer l'autonomie, la résilience et la compétitivité de la BITDE. Avec plusieurs points dans ce domaine, pour soutenir l'industrie de défense, un acte de soutien à la production de munitions, dit ASAP, initié en mars 2023 avec 500 millions d'euros. La somme a été débloquée en mars 2024 et 31 projets provenant de 15 pays, dont la France, vont être soutenus. Deuxième instrument, aider l'industrie de défense par le biais d'acquisitions conjointes, c'est l'European Defence Industry Reinforcement Fund, Common Procurement Act et DIRPA, adopté par le Conseil et le Parlement en octobre 2023, 310 millions d'euros pour financer des projets conjoints dans les munitions, la défense aérienne et antimissiles, les systèmes et plateformes héritées. Et la Commission a annoncé que 5 projets avaient été sélectionnés. Et donc, dans tous ces domaines, que ce soit celui-là, que ce soit les critères d'éligibilité, nous veillons à ce que l'Union européenne prenne bien en compte la nécessité de favoriser l'industrie européenne. Pour l'instant, le règlement prévoit qu'il faut 65% minimum de composants conçus dans l'Union européenne dans la valeur du produit final des matériels, les 35% restants pouvant bénéficier à des entités extra-européennes. Il a fallu que nous nous battions pour avoir ces 65%, puisque certains pays considéraient que 50% aurait pu suffire. Et lorsque je discute avec mes homologues dans différents pays, ils se disent qu'il faut acheter beaucoup d'armements à tel ou tel pays. Et quand je dis tel, je pense plutôt à un pays, pour compenser le fait que nous ne sommes pas encore, que ces pays ne sont pas encore aux 2% du PIB, et que donc il vaut mieux acheter beaucoup. Et là, je leur dis que dans ces conditions-là, nous allons tuer notre industrie de défense et nous allons perdre notre souveraineté dans ce domaine. Et donc, la France soutient l'idée qu'un bonus puisse être accordé au matériel dépassant ce seuil de 65%, à défaut d'avoir réussi à atteindre le seuil de 80%, et elle demande que la définition de l'autorité de conception soit également prise en compte, pour que le savoir-faire et les droits de propriété industrielle de nos États puissent être respectés. Et donc qu'il soit enfin impossible de recourir à des composants provenant de pays tiers si des alternatives issues d'États membres existent. En termes de sécurité d'approvisionnement, là aussi, nous sommes en train de travailler sous l'angle européen. Voilà le panorama global, pardonnez-moi, j'étais un peu long, mais de ce que nous essayons de faire en matière de sécurité économique. Pour résumer, je dirais, nous sommes le bouclier, nous veillons à ce que les entreprises se protègent elles-mêmes et assurent un minimum de protection dans la mesure où elles concourent à la souveraineté de l'État ou à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Et nous veillons à ce qu'au niveau européen, il puisse y avoir une bonne coopération qui puisse jouer dans ce rôle. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez été long, mais passionnant et complet, parce que ça ne nous a pas échappé. Vous avez abordé beaucoup de sujets qui intéressent beaucoup nos collègues. D'ailleurs, nous avons de nombreuses questions. Je vais donc commencer par les orateurs de groupe, avec 2 minutes pour chaque orateur. Et nous commençons par Stéphanie Galzi pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, le rôle de votre mission, comme vous venez de le rappeler, est d'anticiper, de prévenir et de protéger. Une mission ô combien importante. Dans un contexte mondial incertain, l'économie de guerre prend une nouvelle dimension avec l'essor de la cyberdéfense et de l'espionnage industriel. Alors que les conflits traditionnels sont toujours présents, une autre guerre se déroule dans l'ombre où nos entreprises deviennent des cibles. En plus d'être créatrices d'emplois, elles détiennent également des données sensibles. Les cyberattaques peuvent viser à voler des informations, à compromettre des systèmes ou à saboter des opérations. Les conséquences économiques peuvent être gravissimes, allant des pertes financières directes à des atteintes à la réputation. D'un autre côté, l'espionnage économique est une réalité à laquelle les entreprises doivent faire face. Des acteurs étatiques ou non cherchent à obtenir des informations sur les innovations technologiques et notre savoir-faire.
La protection des entreprises contre l'espionnage et les cyberattaques est essentielle pour garantir non seulement leur survie, mais aussi la stabilité économique de ce secteur. La cybersécurité est aujourd'hui un pilier central de la stratégie économique de ces entreprises. C'est un enjeu majeur pour l'avenir de notre économie et notre sécurité. Afin de garantir la compétitivité et la sécurité de nos entreprises, quelles mesures mettez-vous en place pour les aider et quelle est votre vision sur cette problématique pour les années à venir? Je vous remercie. Merci. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole pour répondre à cette première question. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Pour protéger la compétitivité de nos entreprises face aux menaces hybrides, notre principe, c'est vraiment le bouclier à notre niveau. D'abord, s'assurer que la règle du jeu est respectée par nos compétiteurs et qu'il n'y a pas un détournement de procédure à leur encontre. Ça veut dire que nous veillons par exemple à ce que lorsqu'il y a des marchés publics qui sont ouverts par des entreprises publiques, nous veillons à ce que soient admis à l'appel d'offres des entreprises venant de pays qui ont passé des accords commerciaux avec la France. S'il n'y a pas d'accord commercial, nous pouvons très bien dire à ces entreprises qu'elles ne sont pas autorisées à participer à ce marché. Et ça a été fait à plusieurs reprises, par exemple, pour des équipements de sécurité dans des aéroports. Et donc, ça marche. Ça marche, c'est un règlement européen et ça a été transcrit dans le droit français, transposé, donc ça marche. Donc, nous veillons vraiment à ce que la règle du jeu soit totalement respectée et que donc nous nous trouvions ainsi à égalité de compétition et de concurrence entre les uns et les autres. Le deuxième élément en matière de protection de la compétitivité des entreprises, c'est d'essayer à notre niveau de faire en sorte que les règles, y compris celles que nous imposons ou qui sont imposées au niveau européen, le soient avec, comme on dit maintenant, discernement, en tout cas avec intelligence. Et que donc nous essayons de faire en sorte que l'objectif soit atteint, mais qu'on ne soit pas tatillon et que les différentes administrations, au fur et à mesure, ne fassent pas trop de risques de protection. Et donc, c'est un point sur lequel nous sommes attentifs, parce que, si vous voulez, le sujet qui joue là-dedans, c'est aujourd'hui la peur de la juridictionnalisation. Vous pouvez avoir une administration qui va vouloir imposer une règle parce que les fonctionnaires qui sont chargés de vérifier cette règle ont besoin, s'ils ne l'appliquent pas, ont peur de passer au tribunal. Pour vous donner un exemple que j'ai connu par le passé et qu'on a tous connu, il s'agissait des masques. Les masques pour le Covid étaient considérés comme périmés. En fait, les élastiques, effectivement, ayant plus de 5 ans, pouvaient être considérés comme risquant de péter. Conclusion, il a été interdit de se servir de ces masques au motif que les élastiques pouvaient péter, simplement parce que les fonctionnaires qui étaient en charge de ça avaient peur que si quelqu'un avait son masque avec l'élastique qui pétait et qu'il attrape le Covid, il puisse retourner contre l'administration qui avait laissé les personnes continuer à se servir de ces masques. Et donc, on se retrouvait dans une situation où il était interdit de se servir de masques. Donc, on était exposé au virus, mais personne n'était responsable, en tout cas pas les gens qui avaient bloqué ces aspects-là. Donc, moi, à l'époque, j'étais au ministère de l'Intérieur, je suis passé outre pour les stocks de masques que j'avais en disant on va les distribuer. Et je reconnais une fois que j'avais un conseil de défense à l'Élysée que mon élastique a pété. Donc, j'ai mis le masque dans ma poche, j'en ai ressorti un autre, et voilà. Mais c'est l'exemple type de ce genre de choses où, en matière de compétitivité et de bon sens, il faut pouvoir arriver à trouver des solutions. Et donc, c'est le point sur lequel nous essayons d'avancer. Merci, Monsieur le Secrétaire général. La parole est à Thomas Gassiou pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, ravi de vous recevoir à nouveau dans cette commission, à la fois pour nous rappeler, au fond, la pertinence de notre Constitution, et notamment l'article 21, qui dit que le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Je crois que c'est plus que jamais pertinent au regard des menaces, notamment hybrides, auxquelles est confrontée la nation. Ravi également que vous puissiez nous sensibiliser
à nouveau sur l'importance du SGDSN qui gère des domaines extrêmement vastes, du cyber au travers de l'ANSSI, de la gestion du secret du champ informationnel avec Viginum, de l'espace, de la sûreté nucléaire, de la suivi des OIV. Et enfin, ravi compte tenu de la qualité de votre réflexion que j'ai eu à connaître pour ma part en tant que maire, quand vous étiez mon préfet de région. Ces éléments, finalement, exigent de nous, en tant que parlementaires, une grande responsabilité, et notamment en tant que membre de la commission de la Défense. Aujourd'hui, il nous sera présenté une motion de censure. Et face aux menaces à 360 degrés qui nous guettent, face aux menaces et à l'instabilité du monde, chacun d'entre nous, finalement, est appelé et face à ses responsabilités pour savoir si il nous faut ajouter de l'instabilité et du retard dans les décisions, notamment de mise en œuvre de la LPM, et pour savoir notamment s'il est pertinent de revenir sur les 3 milliards d'augmentation de crédits prévus dans le projet de loi de finances 2025 pour poursuivre la modernisation de notre dissuasion, pour lancer le chantier du porte-avions de nouvelle génération, pour améliorer la protection de nos soldats de l'armée de terre avec le programme Scorpion, ou pour revenir sur les 700 recrutements et 100 millions de prévus pour la revalorisation des soldes. Mes chers collègues, depuis 2018, je crois que nous, comme membres de l'ensemble des groupes politiques, nous avons toujours veillé au respect à l'euro près de la loi de programmation militaire, des 2 lois de programmation militaire, et je crois que l'ensemble des groupes politiques y ont contribué. En cas de censure, vous le savez, cette marche de 3 milliards d'euros prévue dans le budget 2025 serait probablement perdue, qu'on ne nous dise pas que dans un an, on aurait une marche à 6 milliards pour rattraper cette point-là. Je pense qu'ici, nous sommes tous des patriotes préférant l'intérêt de notre pays à l'intérêt de nos partis. Donc nous avons chacun un rôle à jouer pour sensibiliser nos groupes politiques aux graves conséquences en matière de défense en cas de censure du gouvernement. Monsieur le secrétaire général, nous avons un sujet de coordination. Est-ce que vous pourriez nous, dans le cadre du cycle sur l'économie de guerre, nous faire un retour sur l'importance de la CIDN et un point sur ces travaux? Merci. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général. entendu la question. Alors, le brouhaha n'a pas permis d'entendre la question. Donc, exceptionnellement, formulez uniquement la question et de façon très concise, s'il vous plaît. Non, je voulais simplement que vous nous fassiez un point sur l'importance de la CIDN qui avait été décidée précédemment pour une meilleure coordination des efforts interministériels sur les questions de défense. Merci, monsieur le secrétaire général. Monsieur le député, effectivement, la CIDN et le Comité international sur la défense nationale, qui est présidé par le Premier ministre ou son directeur de cabinet, qui rassemble l'ensemble des ministères concernés pour réfléchir et pour vérifier que chacune des administrations, dans son rôle, assure l'essentiel de ses responsabilités en matière de protection de son administration pour faire face à une crise, donc plan de continuité d'activité, organisation de la cybersécurité dans leurs locaux, formation des cadres et des agents à la gestion de crise, car nous nous rendons compte assez souvent que on forme les experts qui sont parfaits, mais que le jour où il y a une crise, eh bien, il faut que ce soit les dirigeants du ministère qui viennent, et en général, ils ne sont pas formés. Donc il faut s'assurer que ces personnes puissent être formées à la gestion de crise et qu'il puisse y avoir une relève lorsque la crise dure plusieurs semaines. Donc c'est ce dispositif-là qui est prévu. Nous avons une commission qui est réunie en principe chaque année et donc je suppose que la prochaine réunion aura lieu début janvier 25. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. La parole est à Christophe Bex pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, monsieur le président, monsieur le secrétaire général. La guerre en Ukraine a souligné qu'une armée doit agir avec les moyens dont elle dispose et avec l'industrie qui existe. Lorsque le conflit s'engage, il faut faire avec ce que nous avons et non avec ce que nous souhaitons. Cette situation nous impose d'être capables d'anticiper une capacité de réaction en cas de dégradation rapide des relations internationales. Pour cela, besoin d'une stratégie et d'une politique industrielle de défense permettant d'avoir la profondeur industrielle nécessaire pour accompagner les forces armées, non seulement par la qualité des matériels fournis, mais aussi par la capacité à les approvisionner dans la durée. Pourtant, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nos décideurs ont eu l'air surpris par la longueur des délais nécessaires pour augmenter la production de matériel militaire. Selon les derniers rapports parlementaires, la France n'aurait pas les munitions suffisantes pour tenir plus de quelques semaines seulement à un conflit de haute intensité.
Le passage à une économie de guerre demandé par Emmanuel Macron en 2022 s'annonce donc de plus en plus difficile. L'utilisation de ce concept n'a aucune valeur quantifiable. À partir de quel moment peut-on considérer que nous sommes en économie de guerre? Lorsque la population est massivement mobilisée dans l'industrie de l'armement, lorsque la taille et l'ampleur des moyens et des opérations conduisent à un niveau de dépenses incomparable avec un temps de paix, lorsque l'industrie mobilisable est effectivement mise au service des armées. La France ne coche aucune de ces cases, mais le souhaitons-nous réellement? Alors que des plans sociaux menacent des milliers d'emplois dans des secteurs stratégiques de la défense, notamment l'espace, 1000 emplois menacés à TAS, 2500 à ADS, pouvez-vous nous dire si toutes les actions sont prises afin de garantir une stratégie d'armement sur le long terme? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Oui. Monsieur le député, effectivement, en 22, il est clair que nous avions une armée qui n'était pas prête à faire face à une guerre de longue durée et dans les conditions dans lesquelles celle-ci s'est engagée, avec ce qu'on a appelé le retour des conflits à haute intensité. Nous étions en train de profiter de ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, et personne ne s'attendait à ce qu'un État qui avait signé tous les traités de paix depuis 1945, qui était en plus une puissance nucléaire dotée, puisse utiliser cette puissance nucléaire en tant que levier pour imposer aux uns et aux autres de ne pas bouger et d'attaquer un État qui était indépendant et souverain. De ce point de vue-là, le fait que nous ayons eu, nous, une dissuasion nucléaire qui soit efficace, qui soit performante et qui ait permis justement de montrer que nous avions une possibilité de jouer, si je puis dire, la grammaire nucléaire, a été importante pour faire baisser un peu le ton au démarrage. De fait, il a fallu se réadapter et en effet, la loi de programmation militaire qui a été votée prévoit toute une série d'investissements, d'aménagements et de réorganisation pour se préparer à les situations d'économie de guerre que nous connaissons. L'économie de guerre, c'est pas forcément, et comme vous, je le souhaite surtout pas, avoir une mobilisation de toute l'entreprise, de toutes les entreprises et toutes les économies, avec un budget de 30%, comme c'est le cas en Russie, du PIB au profit des armées, et avec des difficultés pour le reste de la société, avec inflation et tout cela. Donc, je souhaite effectivement que ça puisse pas se produire, mais du coup, il faut s'y préparer. Donc, ça veut dire effectivement qu'il faut que nous puissions continuer à aider nos entreprises à investir, à disposer de matériel suffisant et à pouvoir réagir dans le cadre d'une alliance. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans l'OTAN, nous sommes dans l'Union européenne. Il y a donc des dispositifs de défense qui sont mis en place pour que nous puissions avoir une coordination et que nous puissions avoir une cohérence dans les moyens entre les uns et les autres. Pour vous donner un seul exemple, nous avons des chars Leclerc moins de 200. Est-ce qu'il faut en avoir plusieurs milliers quand il y a les chars Léopard de nos alliés qui sont en nombre suffisant et qui sont capables d'intervenir? Donc il y a une répartition et il y a un partage de l'effort qui doit être fait entre alliés pour justement pouvoir jouer efficacement cette capacité à réagir. Donc voilà ce que je peux vous indiquer sur ce sujet. Nous, tout notre objectif, c'est de faire en sorte que nos entreprises puissent continuer à produire, à créer de l'emploi et à ce que ces entreprises puissent créer de l'emploi, parce que c'est non seulement une question de souveraineté pour notre État, mais je l'ai longuement vécu quand j'étais sur le terrain, c'est aussi dans bon nombre de territoires de notre pays des employeurs qui sont extrêmement importants pour la vie quotidienne sur nos territoires. J'ajoute également qu'en matière de recherche et développement, tous les travaux qui peuvent être engagés là-dessus sont également extrêmement importants pour rayonner et, si je puis dire, diffuser une recherche de qualité qui va servir à l'ensemble de l'économie civile. Merci. La parole est à Isabelle Santiago pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Merci pour vos propos très instructifs, très éclairants. Nous vous rejoignons bien évidemment sur l'importance d'une diffusion de culture de la continuité d'activité auprès de l'ensemble des acteurs, publics comme privés.
Or, l'étude Impact Cyber, dont les résultats ont été publiés en octobre dernier, a dressé un état des lieux préoccupant du niveau de maturité cyber des PME et des TPE. Nous savons que les 4000 entreprises de la base industrielle et technologique de défense, de la BITD, dont 1600 sont considérées comme critiques, font partie des cibles prioritaires. Monsieur Chiva, que nous allons auditionner tout à l'heure, avait dit d'ailleurs dans une récente commission que les cyberattaques augmentaient significativement et qu'elles étaient surtout liées à des intérêts de nos compétiteurs dans les domaines particuliers, comme par exemple le spatial et le naval. Évidemment, dans le cadre de la LPM et de tous les sujets qu'on a pu aborder durant plusieurs années, ces derniers temps, ces questions ont été abordées. Le 15 octobre dernier, le gouvernement a présenté le projet de loi relatif à la résilience des activités d'importance vitale, à la protection des infrastructures critiques, à la cybersécurité et à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Ce projet de loi vise à transposer donc 3 textes dont vous avez pu évoquer tout à l'heure dans votre propos les points. Et en fait, il y a une commission spéciale qui avait été mise en place au Sénat. Et donc, pouvez-vous nous revenir sur les mesures qui sont préconisées? Dans quelles mesures permettront-elles d'accompagner les entreprises de la BITD afin d'améliorer leur résilience et leur maturité cyber? Par ailleurs, dans son avis du 6 juin 24 sur le projet de loi, donc je viens d'évoquer, le Conseil d'État relevait que la charge pour les entités qui devront s'identifier elles-mêmes et de se mettre en conformité reste un défi pour elles, en termes financiers, mais aussi en compétences à acquérir. Donc, pouvez-vous aussi revenir sur ce qui est envisagé pour aider nos TPE, tout en sachant que tous ces points ont été abordés souvent dans le cadre de la LPM? Merci, chers collègues. Monsieur le secrétaire général. Madame la députée, je partage évidemment fondamentalement votre préoccupation sur le niveau de maturité dans les PME et les TPE. Ce qu'on a essayé de faire dans ce domaine, c'est de créer des CIRT régionaux, c'est-à-dire des centres d'alerte et de soutien aux entreprises, au niveau régional, en dotant les présidents de conseils régionaux de moyens pour mettre en place ces dispositions. Et nous souhaiterions beaucoup, à travers la stratégie cyber, pouvoir continuer ce travail et les aider à avancer, parce que la région, dans le cadre de ses responsabilités économiques, doit pouvoir jouer un rôle non seulement éducatif, mais aussi d'accompagnement physique des entreprises pour pouvoir avancer dans ce domaine. La gendarmerie, à travers son comme cybergendarmerie, fait aussi des efforts sur ce point. Et nous-mêmes, nous essayons de travailler et de pousser les chambres de commerce et d'industrie à aider à avancer sur ce point. Du côté des entreprises, l'investissement leur revient. Et encore une fois, je vous ai donné tout à l'heure le pourcentage et le montant que ça peut représenter. Ça peut être lourd pour certaines entreprises, mais de fait, ce qui compte aussi pour un certain nombre d'autres entreprises, c'est ce qu'on appelle des mesures d'hygiène. Changer régulièrement les mots de passe, faire en sorte que des personnes ne puissent pas approcher des éléments, organiser une forme d'étanchéité entre différents fichiers, s'assurer de redondance et de sauvegarde. Et dans la plupart des cas, ça suffit. Ça suffira pour les petites entreprises, d'ailleurs comme pour les petites collectivités locales qui sont concernées par le dispositif prévu dans la directive REC NIS 2 DORA. REC, ça concerne les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les grosses structures sur lesquelles donc nous leur demandons de faire des efforts, et en tant qu'entité essentielle, nous leur demanderons également de faire des efforts pour garantir et améliorer la sécurité de leurs infrastructures informatiques. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques avec les principaux partenaires qui travaillaient sur les Jeux Olympiques. Nous les avons aidés à s'organiser, à se protéger, et nous les avons aidés à se renforcer pour faire face à la situation. Sur NIS 2, il y a toute une série de mesures qui, là aussi, sont préconisées, qui sont prévues en matière de sondes, en matière de pare-feu, en matière de réorganisation du dispositif. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je m'élèverai au-dessus de mes compétences, mais en tout cas, techniquement parlant, et de façon que ce soit intelligible par un chef d'entreprise, on joue beaucoup sur cet aspect-là, et on joue aussi beaucoup sur l'aspect éducatif et conseil. Et puis enfin, à un moment, il peut y avoir aussi, notamment pour
pour les très gros, la capacité à infliger des sanctions si ceux-ci n'ont pas garanti et n'ont pas fait les investissements nécessaires. J'allais dire, c'est un peu comme quand vous mettez des barreaux à vos fenêtres, des verrous aux portes et un coffre où vous rangez vos éléments les plus précieux. L'informatique, c'est la même chose, et donc ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on puisse avancer dans ce domaine. Dernier point que je voudrais évoquer pour ne pas être trop long, vis-à-vis des petites collectivités, en tout cas la DSIL et la DETR, c'est-à-dire les dotations de soutien aux collectivités locales, peuvent évidemment apporter leur concours aux investissements qui seront décidés par les élus locaux dans ce domaine. Merci. La parole est à Valérie Bazin-Malgras pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, je tiens tout d'abord, au nom de mon groupe, la Droite républicaine, à vous remercier pour votre présence aujourd'hui en commission, ainsi que pour la clarté et la pertinence de vos propos liminaires, qui témoignent de votre engagement constant au service de notre pays. Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes, la notion d'économie de guerre revient au cœur des réflexions stratégiques françaises et européennes. Cette nouvelle donne exige une adaptation rapide et efficace de notre modèle industriel et logistique pour répondre aux exigences d'un conflit de haute intensité. À ce titre, j'ai plusieurs questions à vous poser qui me paraissent essentielles. Tout d'abord, vous en avez déjà parlé, comment l'État anticipe-t-il la montée en puissance de notre industrie de défense pour garantir une production rapide et suffisante d'équipements critiques en cas de besoin? Ensuite, quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en place pour sécuriser nos chaînes d'approvisionnement, notamment dans les secteurs technologiques et les matières premières stratégiques, où notre dépendance à des pays tiers demeure préoccupante? Enfin, face aux enjeux de recrutement et de formation dans les filières liées à la défense, comment le secrétariat général accompagne-t-il la mobilisation des compétences humaines indispensables pour garantir notre autonomie stratégique et soutenir l'effort national? Je vous remercie. Merci, chers collègues. À vous la parole, monsieur le secrétaire général. Madame la députée, merci de vos questions. Effectivement, comment anticiper la montée en puissance et faire en sorte que nos entreprises puissent évoluer? Il y a plusieurs... Alors, parfois, elles sont un peu paresseuses. Et nous avons deux points qui entrent en ligne de compte. Il y a le souci des entreprises de vouloir toujours faire de la recherche et du développement et faire travailler leurs ingénieurs, ce qui est très bien. Et puis, il y a quand même la nécessité de pouvoir avoir, non pas à chaque fois un produit qui est nouveau et qui a de nouvelles options, si je puis dire, mais quand même de pouvoir produire de la quantité. Et donc, pour pouvoir produire de la quantité, ça veut dire qu'il faut que nous puissions avoir une visibilité pour ces entreprises avec un carnet de commandes qui soit établi et étalé sur le temps. D'où l'importance de la loi de programmation militaire et des moyens qui chaque année sont mis à sa disposition pour pouvoir garantir aux entreprises qu'elles vont pouvoir effectuer les investissements nécessaires sur les chaînes d'approvisionnement pour pouvoir avancer. Ça a été le cas pour César. Et ça a été le cas également pour le Rafale de Dassault, comme je vous l'ai indiqué. Et maintenant, il faut que nous puissions continuer à le mettre en œuvre pour bon nombre d'autres entreprises. Les mesures concrètes pour sécuriser nos chaînes d'approvisionnement, je vous en ai un peu parlé. Tout notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir une diversification des approvisionnements. Il y a un délégué interministériel, par exemple, aux métaux rares qui a été mis en place et qui vise à regarder à travers la planète entière où se trouvent les noms de métaux qui finissent tous en om et qui sont indispensables pour faire fonctionner nos téléphones, nos ordinateurs, nos moteurs, etc., etc. Pour l'instant, l'essentiel de ces métaux se trouve en Chine. Et donc, il faut que nous puissions bénéficier d'une meilleure capacité dans ce domaine. Donc, c'est un travail où il va essayer de regrouper l'ensemble des entreprises pour aboutir à une formation commune de besoins, pour pouvoir être plus en position de pouvoir discuter, négocier et obtenir des contrats avec différents États étrangers. L'objectif étant surtout d'éviter de se retrouver dépendant du seul et même État le moment venu. Donc c'est un travail concret sur lequel nous avançons et sur lequel nous essayons avec les uns et les autres de trouver la solution le plus vite possible. Sur les difficultés de recrutement, effectivement, nous avons des difficultés de recrutement à trouver des professionnels et à pouvoir faire travailler beaucoup de gens dans les différentes administrations. Je dirais un peu, avec une sorte de fierté, un peu moins à l'ANSSI, parce que l'ANSSI a une telle réputation en matière de cyber que
les geeks, si je puis dire, y compris quand ils sortent d'école, sont très heureux de venir y travailler, même si c'est moins bien payé que s'ils étaient dans le privé. Ils y acquièrent une compétence et une réputation qui leur permet ensuite, après quelques années, de valoriser ce dispositif dans le privé. Il n'en demeure pas moins que nous avons un problème de féminisation. Et puis, nous avons aussi, d'une manière plus générale, un problème d'attractivité, y compris dans les petites entités qui ont pu être attaquées en matière cyber. Dans les hôpitaux, si ceux-ci ont parfois été atteints, c'est parce que les conseils d'administration et les directeurs n'avaient pas suffisamment investi, non seulement en matière technique, mais en matière également d'experts et de sachants pour pouvoir faire fonctionner ce dispositif. Donc, il faut impérativement que nous puissions arriver à remonter le niveau de recrutement de ces agents, que nous puissions arriver à remonter le niveau d'investissement, et c'est pourquoi le plan CARE a été mis en place, en tout cas par le ministère de la Santé, pour aider, et cette année encore 150 millions d'euros, pour aider les hôpitaux à pouvoir se protéger et donc à investir dans ce domaine. La question des ressources humaines sera majeure. Merci. La parole est à Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, les dommages causés à des câbles sous-marins dans les eaux suédoises de la mer Baltique les 17 et 18 novembre nous rappellent la vulnérabilité de ces infrastructures. Plus largement, les fonds marins sont de plus en plus de réels terrains de rapport de force. Ce sont autant des espaces d'échange et de commerce que des réserves de ressources, gaz, pétrole, électricité, des parcs éoliens, connexions Internet et échanges d'informations en tout genre s'y trouvent en quantité importante. Plusieurs innovations et ruptures technologiques conduisent ces fonds sous-marins à devenir un terrain accessible jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Les forces armées des États-Unis, de la Chine ou encore de la Russie développent des moyens concrets pour accroître leur capacité d'action. La Marine nationale considère également ce secteur comme un domaine prioritaire, alors que notre pays possède le deuxième domaine maritime au monde. Renseignement, protection des infrastructures, lutte anti-sous-marine, drones, sous-marins, mines, recherche scientifique, gestion des ressources, ce chantier comporte de multiples dimensions. Le ministère des Armées s'est saisi de ce sujet avec sa stratégie de maîtrise des fonds marins de février 2022. J'ai également eu l'occasion d'interroger le délégué général à l'armement dans le cadre de cette commission sur la montée en puissance de nos capacités en la matière. De même, la nationalisation par l'État de la société de production et de pose de câbles Alcatel Submarine Network est une nouvelle à saluer et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le besoin demeure cependant d'un cadre stratégique complet. Ma question est donc la suivante. Quelle approche publique globale construire dans le cadre de la notion d'économie de guerre, retenir pour s'assurer que la France demeure souveraine sur les plans militaires, mais aussi scientifiques, économiques et écologiques de ces fonds marins? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le député, vous avez raison, le sujet des fonds marins, c'est le prochain enjeu de compétition internationale, enfin l'actuel, qui est véritablement en train de monter en vigueur. Sur la question des câbles sous-marins, dans la mer Baltique, pour l'instant, on n'est pas encore certain que l'arrachage des câbles par le bateau chinois ait été volontaire ou involontaire. L'enquête est toujours en cours et donc je ne peux pas préjuger du résultat. Il n'en demeure pas moins que ça fait plusieurs fois qu'il y a des câbles qui sont arrachés dans cette mer et que ça commence à faire beaucoup. Mais qu'il y a aussi souvent des câbles qui sont arrachés entre le Royaume-Uni et le continent, et dans différents autres endroits. La solution sur ce sujet, c'est évidemment la redondance et la multiplication des câbles. Entre la Suède et l'Allemagne, le trafic a à peine été interrompu quelques microsecondes et on a pu reprendre la suite dans ce domaine. Et c'est aussi pour ça que nous essayons d'investir, y compris au niveau européen, pour multiplier les câbles. Par exemple, pour avoir un câble qui fera le tour de l'Afrique et qui évitera de passer par le canal de Suez et la mer Rouge, qui sont quand même une concentration, ces temps-ci, assez risquée sur ce sujet. De la même manière, la loi de programmation militaire investit dans les drones qui doivent permettre, pas les drones, mais les robots qui doivent pouvoir permettre de descendre à 6000 mètres de profondeur. Et d'ores et déjà, les armées sont en train d'avancer sur ce point. Troisième élément, nous regardons aussi les sujets de droit international.
Vous le savez, la France s'oppose à ce qu'il puisse y avoir des sujets d'exploitation des nodules marins ou des sujets d'exploitation à grande profondeur, parce que c'est un risque pour notre planète qui est absolument considérable. Et donc, nous sommes farouchement opposés à cette exploitation. Nous essayons donc, à travers toutes les instances internationales, de faire veiller à cette sanctuarisation, si je puis dire, de ces fonds marins. Et j'allais dire, ce serait peut-être déjà la première stratégie. Faire en sorte que justement ce qui est aujourd'hui une terre préservée de toutes les ambitions et de tous les soucis de prospection puisse le rester. C'est sans doute ça le premier point. Maintenant, il faut que nous arrivions à y travailler avec l'Europe et aussi au niveau international. Voilà ce que je peux vous indiquer sur ce sujet. En tout cas, nous avons à la fois au niveau national, au niveau européen, des groupes de travail qui sont mis en place pour réfléchir sur cette protection des grands fonds marins. Donc la capacité à la fois à éviter qu'ils ne se militarisent trop vite, mais ça c'est parfois un peu compliqué, en tout cas qu'ils ne deviennent pas un enjeu d'exploitation économique qui donne ensuite lieu à des enjeux militaires, et c'est ce que nous essayons de faire sur ce sujet. Merci. La parole est à Fabien Lenné pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, merci pour votre exposé très concret sur justement l'architecture de défense de la sécurité nationale, et on voit en quoi on peut être résilient et sur de nombreux aspects. Moi, c'est sur un de ces aspects que je voulais vous interroger et évoquer la problématique et je dirais la possible vulnérabilité de nos apports en matière d'hydrocarbures. En l'été 2017, on a voté et de bonne foi la loi Hulot sur la fin de l'exploitation et de l'extraction du pétrole en France. C'est une loi d'exemplarité dont on peut comprendre le sens. Une grande nation européenne mettait fin à l'extraction de pétrole en France. Et puis après, pour montrer l'exemple, et puis après, on a connu le Covid, la crise du Covid, et puis on a connu, et on connaît encore malheureusement, la guerre en Ukraine, dont on voit toute la vulnérabilité de nos pays sur nos apports de gaz, de pétrole. Or, en France, on produit sur notre sol 1% de nos besoins nationaux. Nos armées ont besoin d'1% pour fonctionner, à date. Et on imagine mal que le pétrole synthétique qui progresse malgré tout puisse se substituer rapidement à ça, ou tout ce qui est électrification. Moi, j'avais interpellé le président de la République quand il était venu souhaiter ses vœux aux armées à Mont-de-Marsan sur ma circonscription en janvier 2023. Il avait trouvé intéressant cette problématique-là, en tout cas à saisir. J'avais saisi évidemment le ministre des Armées qui s'est tourné vers le SGDSM. Donc, vous voyez me venir. Pour faire court, parce que je vois que le temps passe, le pétrole qu'on importe, il est 3 fois plus émissif de CO2 dans son transport et dans son extraction dans d'autres pays. Donc, vous voyez, quand on a voulu faire cette loi, le meilleur est l'ennemi du bien. Et on a besoin de penser et, en tout cas, d'améliorer notre autonomie stratégique et notre résilience. Quel est votre avis sur ce sujet-là? Comment on peut avancer? Merci, chers collègues. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le député, vous me rappelez, je veux dire, un vieux dossier, parce qu'effectivement, on en avait parlé à un moment, et en effet, l'idée avait été d'utiliser ce pétrole exploité dans les Landes, en région parisienne, au bénéfice de nos armées. Il y a eu un groupe de travail, mais vous pourrez reposer la question à M. Kiva, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place à cette époque-là et qui a conclu au fait que ce n'était pas rentable. Et il n'a pas été très très loin, il n'a pas été beaucoup plus loin. En fait, on n'était pas encore sur une notion, si je puis dire, d'économie de guerre, mais de rentabilité. Le côté extraction, puis raffinage, puis utilisation. Est-ce que c'était intéressant de réanimer ce dispositif, ou est-ce qu'il valait mieux continuer à acheter d'une manière globale aux uns et aux autres? Alors, j'ai souvenir, mais je revérifierai,
en tout cas j'ai souvenir que m'étant enquis du groupe de travail qu'on devait mettre en place sur ce sujet pendant très longtemps, il a été assez largement à un moment ou à un autre enterré, encore une fois pour des raisons de rentabilité. Faut-il le remettre sur la table, ou en tout cas s'il y a une question de rentabilité, faut-il en tout cas garder la possibilité en cas de crise d'approvisionnement pour pouvoir garantir qu'un certain nombre d'approvisionnements minimaux en pétrole seront utilisés? Oui, sans doute, il faut qu'on continue à travailler sur cet aspect-là. On n'y est pas encore. Je résiste pas par ailleurs à l'idée de vous dire que la décarbonation, c'est-à-dire dans un certain nombre d'équipements, y compris militaires, pouvoir utiliser du matériel qui fonctionne à l'électricité en bénéficiant de notre parc de centrales nucléaires aujourd'hui et demain est sans doute aussi un point sur lequel il faut que nous puissions continuer à travailler. Merci beaucoup. La parole est à Loïc Kervran pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, vous avez évoqué le rôle du SGDSN dans la sécurisation de l'économie et sa contribution pour accompagner, je cite, l'économie civile face à la guerre économique. Je voulais vous poser une question assez précise dans ce cadre et elle porte sur la plateforme Place, par laquelle transitent les appels d'offres de l'État et des organismes de sécurité sociale d'ailleurs. Cette plateforme, elle était gérée par une PME française qui avait remporté de nombreux appels d'offres et au printemps dernier, l'État a décidé de confier, en dehors de tout processus d'appel d'offres, la gestion de cette plateforme à un groupe nord-américain, CGI. Sur cette plateforme transitent les réponses aux appels d'offres, les réponses financières, mais aussi les réponses techniques, de nombreux appels d'offres du ministère des Armées, et les réponses à ces appels d'offres passent par cette plateforme, par exemple les drones sous-marins, par exemple l'équipement GSM des hélicoptères. Hier, en réponse à une question au gouvernement, le ministre Saint-Martin a malheureusement accumulé les contre-vérités sur ce sujet puisqu'il a parlé d'appels d'offres perdus par Atexo, ce qui n'est pas le cas. Il a dit que CGI n'avait pas accès aux données, ce qui n'est pas le cas non plus. Et je trouve que c'est un peu dommage sur un sujet aussi sensible de répondre ainsi à la représentation nationale. Mais j'aimerais savoir si vous avez connaissance au SGDSN de cette question et si vous avez pu mener des vérifications de nature à nous rassurer sur ce sujet. Merci beaucoup. Je crains, monsieur le député, de ne pas pouvoir vous faire une meilleure réponse que celle du ministre. En tout cas, sur cet appel d'offres et le fait que la plateforme Place ait pu passer à un moment d'une entreprise française à une entreprise américaine, non, nous n'avons pas été associés et nous n'avons pas pu, à un moment ou à un autre, intervenir sur ce genre de sujet. Il n'en demeure pas moins que l'ANSSI vérifie quand même dans ce domaine qu'il y a un certain nombre de conditions préalables en matière de sécurité qui sont garanties. Et donc sur bon nombre de sujets, mais je revérifierai avec l'ANSSI et je vous ferai passer la réponse pour savoir si à un moment ou un autre, ils ont été amenés à travailler là-dessus. Mais encore une fois, on est quand même amené à vérifier assez régulièrement que tout ça est quand même correspond à nos règles de sécurité. Mais je reviendrai vers vous. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. La parole est à Yannick Favennec-Becco pour le groupe Liberté Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour votre exposé qui nous éclaire effectivement sur les missions et stratégies du SGDSN dans le contexte de conflictualité que nous connaissons et des multiples menaces auxquelles nous devons faire face. J'ai 3 voire 4 questions à vous poser, Monsieur le Secrétaire Général, s'agissant de la protection de nos savoir-faire industriels et de notre patrimoine scientifique et technique, comme le SGDSN, en lien avec la Direction générale des entreprises et les responsables de l'industrie de défense, décline-t-il concrètement, comment décline-t-il concrètement, les engagements pris dans la loi de programmation militaire? Quel est l'état de la menace pesant sur les PME de la défense? Comment sensibilisez-vous ces acteurs privés à la problématique des attaques
d'entreprises étrangères hostiles. Comment la stratégie nationale de résilience adoptée en 2022 est-elle mise en œuvre, notamment avec les entreprises? Et enfin, dernière question, compte tenu de l'ampleur et de l'évolution des menaces, qu'attendez-vous du Parlement et quelles sont vos préconisations dans la perspective de la transposition de la directive sur la résilience des entités critiques? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le député, sur la protection de nos savoir-faire industriels en liaison avec la DGE, je vous dirais qu'il y a eu, et comment décliner concrètement la LPM, je vous dirais qu'il y a eu, il y a quelques mois, un rapport qui a été fait par M. Roux de Bézieux qui visait à travailler sur les conditions dans lesquelles la sécurité économique dans les entreprises pouvait être partagée et y compris pouvait être mieux infusée au sein des groupements d'entreprises. Et le fait que M. Roux de Bézieux, auparavant était patron du MEDEF, était quelque chose d'assez intéressant, puisque moi j'ai été une fois ou deux plancher devant les patrons du MEDEF à Paris, et je le faisais parfois aussi à travers les CCI sur le terrain. Et en effet, vous avez raison, il y a un problème de culture à partager qui est parfois assez prégnant. Donc, dans ce domaine, la DGE dispose, à travers le CICE, le Comité interministériel de sécurité des entreprises de l'économie, de représentants au niveau régionaux qui travaillent avec les préfets et qui travaillent avec les services de sécurité, notamment DGSI, pour aller voir les entreprises qui sont les plus sensibles, pour recenser aussi les pépites, et je vous évoquais tout à l'heure celle qui, dans l'Allier, produit des acides aminés pour alimentation animale, de façon à s'assurer que les minimums de sécurité sont mis en œuvre. Dans un certain nombre de cas, et lorsqu'il y a des entreprises qui sont, ou des laboratoires qui sont sensibles, nous faisons mettre en place des ZRR, c'est-à-dire des zones d'accès réduit et réglementées pour faire en sorte que n'importe qui ne rentre pas n'importe comment dans cette entreprise, dans ce laboratoire, et nous veillons aussi à ce que ça puisse être respecté. Et donc, ça fait partie, effectivement, pour les PME qui sont rattachées à la défense, de la manière de les sensibiliser. En fait, dans les contrats qui sont passés entre les grosses entreprises et les petites entreprises, ou par l'État directement avec un certain nombre d'entreprises, il y a des clauses particulières qui imposent une certaine hygiène en matière de système informatique, un certain nombre d'investissements de sécurité et la préservation d'un certain nombre de secrets d'affaires pour éviter, justement, que ces entreprises ne soit la backdoor, la porte d'entrée arrière qui va permettre aux prédateurs de pouvoir intervenir. On a eu plusieurs mauvaises surprises dans ce domaine et donc nous sommes maintenant extrêmement attentifs sur ce sujet. Le projet de loi RECNIS 2 qui va vous arriver transpose une directive européenne qui est, enfin, 3 directives européennes, à vrai dire, résilience des entités critiques, Network and Information Security, et DORA qui concerne les services financiers. Je suis moins inquiet sur le règlement ou la directive DORA. S'agissant des services financiers, ils savent combien ça leur coûte, et donc ils investissent assez largement pour faire le nécessaire. Et nous-mêmes, nous faisons assez régulièrement avec l'ANSSI et le système de place de Paris du bounty hacking pour vérifier que tout ça tient, et ça tient. Sur REC et NIS 2, en fait, nous avons, pendant la présidence française en 2022, beaucoup influencé la rédaction de ces textes. Donc sur le REC, clairement, c'est le dispositif des opérateurs d'importance vitale qui existait chez nous et que nous avons fait partager à nos alliés européens. Et sur NIS 2, l'ANSSI a tenu assez largement la plume pour essayer de renforcer et de veiller à ça. Pas par arrogance française, mais simplement parce que l'ANSSI était une des agences en matière de cybersécurité les mieux préparées en Europe pour pouvoir faire avancer sur ce sujet. Donc le texte tel qu'il va vous être présenté transpose ces directives et nous avons fait en sorte de les garder au plus près, évidemment, et de ne pas surtransposer. Simplement, nous avons tenu compte de la spécificité, notamment en matière de cybersécurité, de la France entre les entités importantes et les entités essentielles. Compte tenu de notre système, par exemple, nous avons
beaucoup de petites et de moyennes collectivités, ce qui n'existe pas en Pologne, en Allemagne ou dans d'autres pays. Et donc, nous avons fait en sorte de pouvoir aider à adapter le dispositif à tout cela. Ce dont on aura besoin, c'est évidemment que la loi soit votée, qu'elle soit suffisamment, comme l'ont dit plusieurs de vos collègues, partagée et connue pour qu'il puisse y avoir une bonne publicité sur ce sujet, que nous puissions ainsi disposer des moyens pour garantir et améliorer l'attractivité. Tout à l'heure, je disais qu'on avait un problème d'attractivité. Si les gens ont conscience que le métier est porteur, qu'il va durer pendant de longues années, on va avoir de plus en plus de gens qui vont se mettre là-dedans. Et il y aura évidemment un travail important à faire avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Et dernier point que je voudrais dire, pardon, j'étais beaucoup trop long à vous répondre, mais le sujet éducation de la population est pour moi majeur à travers tous les canaux que nous pourrons avoir. Merci. La parole est à Bernard Schex pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, je vous remercie de votre présence ce matin. Lors des dernières réunions, nous évoquions l'accélération de la cadence de production d'équipements militaires nécessaire à la vue de l'instabilité géopolitique inédite, intensification de la guerre en Ukraine, résurgence du terrorisme en Syrie avec la prise de la ville d'Alep par des mouvements islamistes, départ forcé de nos troupes au Tchad et au Sénégal qui dévoilent au grand jour nos faiblesses sur la scène internationale. Si cette nouvelle cadence est positive, au groupe UDR, nous sommes bien placés pour savoir que la quantité ne fait pas toujours la qualité et le nombre n'est pas la seule variable d'ajustement qui nous permettra de gagner les guerres de demain. La nouvelle nature plurielle de la guerre nous incombe d'investir massivement dans les nouvelles technologies comme les supercalculateurs, qui sont devenus indispensables pour le maintien de notre arsenal nucléaire. Par-dessus tout, un nouveau front numérique de la guerre a été ouvert, permettant à des puissances étrangères de contester nos intérêts à distance. Dans son rapport publié lundi dernier, le service Viginum, placé sous votre autorité, a identifié 423 comptes Twitter. Ces comptes sont tous liés au pouvoir central d'Azerbaïdjan et appellent au soulèvement des populations kanaks et corses contre la France. Ces comptes, en moins de 2 ans, Viginum a aussi recensé une trentaine de campagnes informationnelles hostiles à l'Azerbaïdjan qui appelaient, je cite, à la décolonisation des Outre-mer. Je pense aussi aux nombreux appels à boycotter les Jeux Olympiques de Paris. Mes questions sont les suivantes. Quels seraient les fondements d'une économie de guerre numérique qui permettrait de nous protéger de ces attaques et quels sont les moyens technologiques à acquérir et qui manquent au Viginum aujourd'hui afin de neutraliser ces nouvelles menaces en pleine expansion? Merci. Merci. Monsieur le député, il y aurait beaucoup de choses à dire en matière, et je pourrais refaire 1 heure sur la désinformation et la manière dont nous pouvons essayer de jouer là-dessus. En matière pour répondre directement à votre question, en matière d'équipement informatique pour Viginum, on a obtenu les crédits nécessaires qui nous permettent de disposer aujourd'hui d'un socle technique qui nous permet de faire de la veille, de la détection et de la caractérisation assez efficacement, en liaison bien sûr sous un autre angle avec les services de renseignement, mais aussi en liaison avec le ministère des Affaires étrangères qui lui aussi regarde et surveille ce qu'il en est. Donc il y a une équipe, si je puis dire, qui est coordonné par mes soins au niveau interministériel, mais qui permet de bien avancer sur le plan technique sur ce sujet. Le deuxième point sur lequel Viginum aura besoin de se développer, c'est justement de la coordination avec, et j'ai apprécié dire du capacity building, c'est-à-dire aider les autres États démocratiques à pouvoir constituer ce type de structure et à pouvoir travailler ensemble. Et donc au niveau européen, nous sommes très engagés justement pour essayer d'aider. Il y avait la commission ING qui avait été mise en place, ING qui avait été mis en place au niveau européen, et je pense que la nouvelle commission va mettre en place également ce dispositif pour pouvoir avancer et progresser. Donc nous allons essayer de poursuivre les efforts sur ce sujet. Viginum est un bouclier sur ce sujet.
En matière de désinformation, la guerre est asymétrique parce que nous sommes atteints par la désinformation et on essaie de nous nuire. En matière d'information en Azerbaïdjan et dans quelques autres pays, il n'y a pas d'information. En tout cas, il n'y a pas d'information libre. Il y a de la propagande, mais de fait, ça ne peut être qu'une guerre asymétrique sur ce sujet. Et donc, nous, notre niveau, en tout cas ma mission dans ce domaine, c'est de protéger et d'amener nos concitoyens à réfléchir sur ce qu'il en est. La meilleure des attaques pour nous, c'est de pouvoir non pas dire ceci est une fausse nouvelle, mais dire qu'une nouvelle a été fabriquée à bas coût par telle personne, dont nous pouvons donner aux médias et à tous ceux qui le demandent les coordonnées des boîtes IP et du mode de fonctionnement pour que les choses soient très claires et précises. Bref, c'est jouer la transparence, jouer l'information vis-à-vis de nos médias et vis-à-vis de notre peuple pour que celui-ci comprenne que sur Internet, il faut vraiment qu'il soit sélectif et qu'il fasse attention et qu'il réfléchisse à ce qu'il puisse lire. Et c'est de fait, dans une démocratie, le meilleur moyen, c'est effectivement d'inciter les concitoyens à se poser des questions, à réfléchir et à ne pas gober ce qui risque d'arriver quotidiennement, ce qui nous est arrivé pendant les JO, ce qui est arrivé au Sahel, où les difficultés que nous avons connues ont beaucoup dépendu de l'opération Lacta qui avait été à l'époque lancée par Prigojine et qui continue au demeurant, même si encore une fois sur le Sahel, la politique qui a été celle voulue par le président de la République a été, en liaison avec les chefs d'État, de réorganiser un départ de nos forces armées, mais c'est un autre sujet sur lequel je pourrais revenir si vous le souhaitez. Bref, pour nous, le sujet, c'est la transparence, faire en sorte qu'il puisse y avoir une information complète de nos concitoyens et qu'ensuite nous puissions, en liaison avec le monde académique, travailler sur un mode éducatif, c'est-à-dire permettre aux jeunes, dès l'école, de savoir sur Internet dans quel travers ne pas tomber, que ce soit tomber sur la désinformation, que ce soit tomber sur les cyberattaques ou que ce soit tomber sur les réseaux de pornographie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. D'ailleurs, la question pertinente de notre collègue permet de rebondir sur le fait que nous allons faire une mission d'information sur l'influence et donc cette bulle informationnelle, bien entendu, sera évoquée dans les travaux portés par nos collègues. Alors, il nous reste 5 questions, donc nous allons procéder par deux salves. Une première salve de 3 questions d'1 minute et la première est pour Caroline Colombier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence et pour vos propos qui sont toujours très, très complets et très clairs. À l'heure où les tensions géopolitiques s'intensifient, la nouvelle Commission européenne, emmenée par Ursula von der Leyen, a annoncé vouloir faire de l'Europe de la défense le pilier de son action afin de favoriser l'autonomie stratégique de l'UE, s'arrogeant progressivement le domaine de la défense au mépris des traités. En ce sens, il ne fait pas de doute que les travaux portant sur le règlement EDIP, le programme européen pour l'industrie de défense, se poursuivent. Cette proposition de règlement, étudiée depuis mars dernier, vise à définir l'industrie européenne de la défense par 3 critères cumulatifs: une autorité de conception européenne, un maximum de 35% de composants extra-européens et l'absence de restriction d'utilisation. Or, face à la prochaine prise de fonction de Donald Trump, qui ne manquera pas très probablement de promouvoir l'armement américain en exigeant une plus grande contribution des membres de l'OTAN, face à l'urgence opérationnelle incompatible avec les lenteurs des programmes européens, ne craignez-vous pas que cette nouvelle stratégie européenne soit mise en difficulté, voire dévie de sa trajectoire, en subventionnant in fine l'outil de production américain au détriment de notre BITD? Je vous remercie. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Secrétaire général, vous avez parfaitement soulevé les enjeux de la guerre hybride et notre collègue Isabelle Santiago a décrit tout aussi parfaitement les enjeux de cybersécurité et de cyberdéfense, comme d'autres collègues qui se sont attardés sur cet enjeu. Nous le savons tous, la question des vulnérabilités est majeure dans un monde hyper connecté. Le diagnostic est connu, partagé, et pourtant des efforts sont encore à consentir. Vous avez parlé des régions. Il se trouve que le campus régional de cybersécurité et de confiance numérique se trouve sur ma circonscription. À Pessac, je salue leur travail colossal, mais ne peux m'empêcher de penser que leurs moyens, bien que fortement soutenus par le conseil régional, trouvent des limites face à l'ampleur de la tâche. Si l'on se penche plus spécifiquement sur les 4000 entreprises PME ETI de la BITD, on peut se poser la question de savoir si elles sont au niveau des exigences actuelles. Est-ce que les dispositifs existants,
le diagnostic cyber porté par la DGA et BPI, notamment, sont-ils à la hauteur? Enfin, aborde-t-on suffisamment la nécessité de protéger les femmes et les hommes au-delà des seuls systèmes d'information, car les vulnérabilités sont aussi là et qu'il convient de réduire la surface d'attaque humaine de nos entreprises, singulièrement sur les profils les plus critiques. Je vous remercie. Merci. La parole est à Julien Limangy. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Comme vous le savez, la vente d'entreprises stratégiques pour notre défense nationale est toujours une source d'extrême préoccupation pour notre souveraineté. Des fleurons industriels français vendus à l'étranger ont déjà pu être mis en coupe réglée dans le passé, d'où notre inquiétude. Je ne vais évidemment pas revenir sur le scandale de la vente d'Alstom qui reste impardonnable, mais je m'inquiète car aujourd'hui une situation similaire semble se profiler, l'entreprise Atos. Cette entreprise qui développe des systèmes de commandement pour nos forces armées et des dispositifs d'écoute essentiels à notre souveraineté voit ces technologies sensibles mises officiellement aux enchères. Dans un contexte où les menaces sur notre sécurité économique et stratégique sont multiples, pouvez-vous nous détailler les procédures mises en place pour encadrer et sécuriser ce type de vente? Quels mécanismes garantissent que les brevets, technologies critiques et intérêts stratégiques d'Atos ne seront pas cédés à des acteurs étrangers, menaçant ainsi la souveraineté et la défense de la France? Merci à vous. Merci mes chers collègues. La parole est à vous, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Peut-être d'abord pour répondre à Madame Colombier sur le dispositif et l'arrivée de Trump. Évidemment, c'est pour nous une grosse inquiétude compte tenu de sa conception très transactionnelle, on va dire, des relations avec les États. Vous avez cité les sujets défense avec EDIP et c'est effectivement une préoccupation que nous avons que certains pays achètent davantage d'armements aux États-Unis et donc au détriment de notre BITD. Ça fait partie des discussions que nous pouvons avoir avec les uns et les autres. Et encore une fois, vous avez rappelé le contenu des DIP, ça fait partie du point. Je voudrais juste rajouter un autre point sur lequel nous risquons d'avoir des difficultés, c'est que le président Trump, futur président Trump, président élect, a évoqué l'idée d'un Freedom of Speech Act qui supprimerait la modération sur les réseaux sociaux. Et donc là, nous allons avoir avec le Digital Service Act qui réclame exactement l'inverse, c'est-à-dire des dispositifs de modération sur les réseaux sociaux, sinon sanctions. Donc nous allons avoir un sujet de discussion qui va être assez compliqué. Donc ça va être un gros sujet de négociation entre les uns et les autres je voyage dans différents pays européens pour en parler avec mes collègues. Lorsque j'en parle avec mes collègues allemands ou italiens, ils sont bien conscients évidemment qu'il va y avoir le sujet enjeu diplomatique, mais eux aussi ont des industries d'armement, eux aussi ont des enjeux de souveraineté, eux aussi se posent la question de savoir ce que sera l'OTAN dans quelques années et donc je peux espérer raisonnablement que à la fois le travail engagé en bilatéral avec nos principaux partenaires, y compris sur le plan industriel, mais également au niveau européen, puisse nous permettre d'avoir un front un peu plus solide en face de M. Trump. Pour répondre à M. Saint-Pasteur, sur la protection des entreprises de la BITD, nous essayons à chaque fois de faire en sorte que, comme je vous l'ai dit, ces entreprises puissent bénéficier d'un audit, soit au niveau national, soit par des entreprises, soit par leurs propres acteurs ou par leurs fournisseurs, de façon que ces diagnostics puissent être suffisants. Sont-ils suffisants dans l'absolu ? Je ne sais pas. Il y a des choses qui peuvent se produire. Simplement, ce que je sais, c'est que l'essentiel est quand même d'avoir le niveau suffisant pour s'opposer aux attaques qui sont, j'allais presque dire, les plus fréquentes. C'est la fameuse phrase quand on est poursuivi par un lion, il ne faut pas courir plus vite que le lion, il faut courir plus vite que le voisin. Et donc, l'idée par rapport aux cyberattaques, c'est justement de faire en sorte que nous ayons et notamment pour les rançongiciels, nous ayons une protection suffisante pour que les attaquants aillent s'intéresser à d'autres entreprises dans d'autres États. Jusqu'à présent,
ça marche un peu, ça marche relativement, mais quand on voit les difficultés que peuvent connaître de bon nombre d'entreprises dont on aurait pu penser qu'elles étaient bien protégées, on peut avoir des doutes et des inquiétudes. Il faudra vraiment qu'on puisse avancer sur ce sujet. Pour la protection des femmes et des hommes, je dois dire que l'État le fait pour les militaires, notamment ceux qui sont engagés dans les sujets de dissuasion, pour éviter justement qu'à travers des cyberattaques, leur détermination à servir la France puisse être attaquée, atteinte ou menacée. Je ne sais pas si d'autres entreprises le font. Après, il y a un aspect aussi acceptation, si je puis dire, de perdre une certaine accessibilité sur les réseaux Internet à partir du moment où plus on est libre sur ce sujet, et c'est le principe qu'a Trump, plus des attaques peuvent venir dans tous les domaines. Pour répondre à M. Limangi, sur Atos d'ailleurs, comme sur Alcatel Submarine Network, le SGDSN et quelques autres entreprises, le SGDSN a été à chaque fois associé, et même j'allais dire au premier rang, vis-à-vis du ministère de l'économie et des finances pour rappeler nos intérêts fondamentaux sur ce sujet. Donc nous avons beaucoup plaidé, nous avons rappelé par exemple que la partie supercalculateur chez Atos ne pouvait pas passer à l'étranger, et donc qu'il fallait que ça puisse rester chez nous. D'où la proposition qui a été faite de garder cette partie-là pour les supercalculateurs qui nous servent aussi pour nos centrales nucléaires, à garder cela chez nous. Il y a deux autres outils qui peuvent être utilisés. Il y a bien sûr la procédure IEF et qui va imposer ou interdire la vente d'une entreprise à l'étranger. Il y a aussi, dans un certain nombre de cas, des lettres ou des engagements que l'entreprise étrangère, et quand je pense qui rachète une entreprise française, et je pense évidemment à une entreprise qui fait partie d'un pays allié. Sur d'autres pays, évidemment, on s'y opposera, mais des lettres d'engagement qui imposent un certain nombre de règles de sécurité et une forme d'étanchéité entre les parties qui pour nous sont sensibles et les parties qui sont davantage commerciales. Et évidemment, nous surveillons que cette étanchéité, ce mode de fonctionnement soit bien établi. Merci. La parole est à Nadine Léchamp. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, le 27 février dernier, le capitaine de vaisseau Yann Briand, sous-directeur des affaires internationales du SGDSN, soulignait lors d'une audition au Sénat l'importance de la protection de la sécurité économique dans vos missions. Le rapport de la DPR pour l'année 2022-2023 a mis en avant deux évidences. La première est que l'ingérence industrielle ne concerne pas que nos adversaires connus et déclarés, mais aussi nos alliés. Le rapport cite directement les États-Unis, mais nous pouvons aussi penser à l'Allemagne. Toujours selon le rapport, la France ferait preuve d'une naïveté collective sur l'ingérence industrielle et l'espionnage. Rappelons qu'un vol technologique peut coûter jusqu'à 15 ans d'avantages concurrentiels, d'après le colonel Olivier Masse. Jusqu'à présent, le CGDSN a eu pour principale action de sensibiliser les acteurs de l'armement sur ces questions. Est-ce qu'il ne serait pas désormais nécessaire de prendre des mesures plus approfondies? Si oui, quelles pourraient être ces mesures? Je vous remercie. La parole est à Gisèle Lelouis. Vous ne posez pas de questions du coup? D'accord, très bien, vous ne posez plus votre question. Donc vous pouvez répondre à la dernière question, monsieur le secrétaire général. Merci. Madame Lechamp, c'est vrai que lorsque l'on fait le rapport sur l'intérêt pour nos entreprises que peuvent avoir différents États, il n'y a pas seulement de la compétition industrielle, il y a de la compétition économique. Et de ce point de vue-là, effectivement, nos alliés sont très intéressés par ce que nous faisons. On pourrait s'en sentir flatté, mais c'est une affection qui est parfois un peu étouffante ou un peu encombrante. Et de fait, lorsque je vous parlais tout à l'heure d'extraterritorialisation du droit, moi, je suis régulièrement en discussion avec l'ambassade des États-Unis, en liaison avec le CICE,
pour que des questions qui ont pu être posées par les autorités américaines, administratives ou judiciaires, n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la manifestation de la justice. Et parfois, ça pousse un peu loin. Deuxième élément que je pourrais vous donner sur ce sujet, nous essayons de pousser la notion de cloud souverain en Europe, c'est-à-dire un cloud dans lequel aucun État ou aucune autorité ne pourra aller pomper sans que la justice ne l'ait autorisé et qu'on puisse assurer la sécurité. L'Europe est plutôt en train d'essayer de basculer vers un système de cloud à l'américaine, dans lequel donc les autorités américaines pourront, quoi qu'en disent les promoteurs de ce système de cloud, pomper et aller chercher les données des entreprises, des particuliers, des intéressés pour se renforcer. Donc on a beaucoup d'actions à mener sur ce sujet et nous le faisons beaucoup, donc non seulement avec nos adversaires, mais aussi avec nos partenaires, sachant que, suivant la célèbre phrase, un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et donc l'intérêt qui peut être porté sur ce sujet, nous y veillons extrêmement fortement, de la même manière et si je puis dire avec la même attention que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Donc nous pourrons beaucoup bouger là-dessus. Donc nous sensibilisons les entreprises, nous sensibilisons nos acteurs comme je l'ai dit tout à l'heure et en tout état de cause, je ne pense pas que nous puissions avoir trop de naïveté. En tout cas, nous veillons beaucoup à ce que nos entreprises ne le soient pas. Après, si vous voulez, enfin, vous connaissez vos chefs d'entreprise comme nous. Nous, quand on voit des gens qui montent des start-up, ils ont la tête dans leurs chiffres, ils ont la tête dans leurs données. Ils n'ont pas forcément, d'ailleurs, toujours la vision économique que ça peut représenter. Ils ont parfois une forme d'orientation sur tel ou tel point. Et nous leur recommandons souvent de prendre des gens à côté d'eux qui vont avoir la vision, si je puis dire, support, logistique, administration, réglementation, sécurité, pour que ceux-ci puissent travailler justement en toute sécurité et ne pas tomber dans des pièges. Lorsque nous avons des projets ou lorsque nous soutenons des appels à candidature, comme ça a été le cas pour les startups du nucléaire, nous veillons fortement à ce type de recommandations. Après, chaque chef d'entreprise est libre de faire ce qu'il veut et on ne pourra pas, au-delà, encore une fois, des entreprises qui sont nécessaires à la sécurité nationale, on ne pourra pas imposer aux particuliers ou aux entreprises des mesures de sécurité qui basculerait à ce moment-là dans un certain point sur un sujet de liberté publique, surtout s'il fallait commencer à vérifier. Donc, un, nous n'avons pas les moyens, deux, nous n'avons pas l'envie, trois, je pense qu'à un moment ou un autre, chacun doit assumer sa propre responsabilité en matière de sécurité et que, pour ne reprendre une expression célèbre, non seulement l'État ne peut pas tout, mais je rajouterais l'État ne doit pas tout. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour vos propos liminaires et vos réponses très complètes aux différentes questions. On a pu apprécier aussi votre ancienneté de préfet qu'on ressent dans vos réponses. Et vous savez, pour nous autres députés des territoires, on en est sensible. Donc ça enrichit d'autant plus vos réponses très complètes. Merci, mes chers collègues. Nous nous retrouvons dans quelques minutes alors pour une audition complètement complémentaire de la vôtre avec le délégué général de l'armement, Emmanuel Kiva, qui pourra prendre le relais sur beaucoup de questions que vous avez déjà abordées. On part sur une suspension de jusqu'à 11h et nous reprenons nos travaux à 11h. Merci.